Les difficultés essentielles sont le fait. On va quitter ces quartiers. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche avec notre invité aujourd'hui, le réalisateur et auteur tchadien Mahamat Saleh Haroun. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous allez nous parler de votre dernier livre, Les queues reptiles, qui est sorti aux éditions Gallimard. Mahamat Saleh Haroun, vous y racontez l'histoire de Bourma, un jeune homme oisif, abonné aux échecs, un queue reptile, donc une expression que vous expliquez dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous lire la description que vous en faites ? Même les queues reptiles étaient de la partie, ces oisifs qui ne voulaient rien foutre au pays, des fainéants qui passaient la journée à même le sol, sur des nattes, à jouer aux dames ou aux ramis. Immobiles tels des montagnes, ils ruminaient la noix de cola, sirotant à longueur de journée des litres de thé accompagnés de pain sec. Ils ne bougeaient leurs fesses qu'en fonction de la rotation du soleil, disputant l'ombre aux chiens et aux marcouillas. Merci beaucoup, Mahamat Saleh Haroun. Alors, ce livre, ça raconte une histoire abracadabrantesque avec ce défi incongru que Bourma, donc un queue reptile, relève. Il va se retrouver à participer aux épreuves de natation aux Jeux Olympiques de Sydney alors qu'il sait à peine nager. C'est une idée de départ complètement farfelue et pourtant, c'est inspiré d'une histoire vraie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? C'est l'histoire de Eric Moussambani, un garçon de Guinée équatoriale et qui avait participé donc en 2000 au JO à Sydney en natation. Et son histoire est assez extraordinaire. Il a choisi de compétir alors qu'il n'en avait pas vraiment les capacités. Il ne savait pas nager. Il a appris à nager selon ce qu'il a dit parce que je ne l'ai pas rencontré. Je me suis librement inspiré de cette histoire. Il a appris à nager dans une piscine, par la suite dans la mer. Et voilà. Et il s'est retrouvé donc à Sydney. Et à cette époque, le CIO avait accepté comme ça, dans une sorte de discrimination positive, que les pays un peu comme la Guinée équatoriale ou d'autres un peu pauvres qui ne sont pas représentés dans cette discipline-là pouvaient en fait participer sans passer par la phase de qualification. Voilà comment donc ce bonhomme se retrouve sous les feux de la rampe et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, vraiment, au sens vraiment strict, ça sort de l'ordinaire. Vous aviez informé d'ailleurs Eric Moussambani que vous écriviez sur son histoire ? Je ne pense pas qu'il ait vécu toutes les aventures que je raconte. J'ai trouvé juste que cette idée d'aller comme ça, en fait, s'engager dans quelque chose dont on ignore tout, il y a quelque chose d'héroïque, il y a quelque chose de naïf en même temps, et puis il y a une absurdité que je voulais d'écrire, parce qu'au-delà, je voulais transposer cette histoire-là dans une réalité politique, sociale, tchadienne. Donc, au-delà de l'histoire de Moussambani, enfin, de Bourma Kabo, c'est vraiment comment dresser un peu le portrait aussi politique du Tchad à l'heure actuelle. Vous dites le Tchad, mais dans le livre, vous ne mentionnez jamais le nom du pays où ça se passe. Non, pas du tout, parce que il y a la mer, en fait, au Tchad, on sait qu'il n'y a pas la mer. Or, le personnage principal s'entraîne dans la mer, tout ça. Mais je me suis inspiré plutôt de la réalité sociale tchadienne et je ne nomme pas le pays parce que je voulais aussi que ce soit une expérience partagée par tous les Africains, qu'on se dise qu'on se reconnaît à travers cette histoire-là dans des réalités qui, en fait, qu'on peut retrouver un peu partout dans plusieurs pays d'Afrique. Est-ce qu'à travers cet universalisme, c'est plus facile de dénoncer des faits comme la corruption, comme l'élitisme, comme cette absurdité que vous mentionniez tout à l'heure? Est-ce que dénoncer, c'est une façon de faire avancer les choses, finalement?
Oui, absolument. C'est une façon de faire avancer les choses et le parcours du personnage principal, de Bourma Kabo, montre aussi comment, en fait, à un moment donné, ces reptiles sont des gens qui sont en attente, en fait, d'une occasion, d'une opportunité pour, en fait, quand ils seront assez nombreux pour se révolter. C'est ça qu'ils attendent le grand soir et dénoncer la corruption. En effet, oui, dénoncer la corruption. Et comme vous le savez, dans beaucoup de nos pays africains, la politique prend en otage la population. Toutes les populations, pratiquement, comme c'est des pays où la démocratie, enfin, on le sait très bien, qu'elle est un peu à géométrie variable et tout ça, les populations sont prises en otage, quoi. Donc, c'est important de parler de ces choses-là. Et tant qu'on n'en sort pas, contrairement à ceux qui veulent absolument donner une image positive de ce continent, il faut quand même raconter et que le propre de l'art, comme le dit d'ailleurs Camus, hein, je cite Camus dans l'ouvrage, et c'est cette citation qui réveille comme ça la conscience du personnage principal, c'est le propre de l'homme n'est pas de servir le mensonge et de ne pas servir le mensonge. Donc, c'est ce qu'on fait en tant qu'artiste, c'est ce que j'essaye de faire. Justement, vous mentionnez ce mensonge. Bourma, il a une sorte de sursaut. On le retrouve à un endroit où on ne l'attend pas, ce reptile, donc abonné aux échecs. Finalement, est-ce que vous diriez, avec cette relation à la vérité, qu'aujourd'hui, dans notre époque de fake news, la vérité, c'est quelque chose qui se perd, ça n'est plus une vertu? Absolument, c'est ça qui est inquiétant, en fait, c'est de relativiser la vérité. Euh, Donc, on se retrouve face à une sorte de révisionnisme rampant par rapport même à l'histoire, hein. Des gens qui vous remettent en cause tout cela. Et ça fait très peur parce qu'il n'y a plus d'espace, en fait, de discussion possible. Si les uns disent que ce qui est noir est blanc et ce qui est blanc, les autres disent que non, c'est noir, en fait, il n'y a même pas d'espace pour communiquer. Et on est dans cette espèce de clivage qui est, à mon sens, en fait, à terme, très dangereux. Et alors, dans ce contexte de corruption, vont dénoncer aussi le rôle des ethnies, comment elles peuvent empêcher de progresser notamment, mais comment elles créent aussi une solidarité, le lingui, le lien. C'est une notion d'ailleurs à laquelle vous êtes attaché, qui est au cœur de votre dernier film, Lingui, les liens sacrés, qui a été présenté à Cannes en juillet 2021. On va en regarder quelques images et on en reparle juste après. C'est bon, je peux pas faire ça. Je veux pas devenir comme toi, maman. Tout le monde te prend pour une mauvaise femme. Vous savez ce que je risque? 5 ans de prison et une radiation à vie. Mais arrête de le supplier, maman. C'est un mec, il s'en fout, là. On va quitter ces quartiers. Dans votre film, Lingui, les liens sacrés, le lien est vu comme quelque chose de vertueux qui aide à s'en sortir. Alors que dans les reptiles, et notamment à travers cette façon dont les ethnies s'entraident ou se bloquent dans l'accès à certains métiers, c'est plutôt décrit comme quelque chose de néfaste. Est-ce que vous diriez que vous avez une relation ambivalente à ça ? Oui, en effet, le Lingui a deux faces, hein. Il y a la face vertueuse que j'ai montrée dans le film Lingui, les liens sacrés. Et l'autre face, c'est qu'il y a un petit côté grégaire, un peu mafieux, et on perd un peu de sa liberté aussi, parce qu'on entre dans un groupe où il faut se soumettre quand même à l'idéologie, en fait, à la domination du groupe. On n'est qu'un élément, en fait, dans le groupe. Et à ce titre-là, en fait, on perd un peu de sa liberté. C'est ce que je voulais relever ici, que je n'ai pas fait dans le film. Donc, en quelque sorte, le livre apporte un peu plus un supplément, en fait, au film, si je puis dire. Est-ce que vous verriez adapter votre livre au cinéma ? Non, alors là, pas du tout. J'ai écrit ce livre parce que je trouve que c'est vraiment la forme, c'est le roman. Donc non, je l'ai pensé comme un roman. Je n'ai vraiment aucunement l'intention de l'adapter, quoi. Je suis déjà sur d'autres projets, donc pas question d'adapter. Je ne le vois pas d'ailleurs adaptable en l'état. Mais je me dis que ça ferait une belle histoire, en effet. Ouais, ça ferait une belle histoire pour ceux qui aiment
voilà, les films d'aventure et tout ça. Vous êtes écrivain, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi fan de photographie, et notamment de Samuel Fosso, qui est en ce moment exposé à la Maison européenne de la photographie. C'est votre coup de cœur. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce travail ? Ce qui m'intéresse dans son travail, c'est vraiment cette espèce de compte rendu, cette espèce de chronique en fait de la vie chez lui, mais en même temps un autoportrait parce qu'on le voit depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui et on le voit vieillir en fait. On a l'impression de connaître un peu sa vie et c'est quelqu'un qui est parti d'une forme de chronique de son quartier, des gens de son quartier, pour accéder à quelque chose d'autre, c'est-à-dire une conscience où il raconte à travers ses photos, en se mettant en scène en fait l'histoire des Noirs, mais au-delà en fait, parce que maintenant il sait aussi photographier un pape et tout ça, et c'est vraiment extraordinaire. Je trouve que j'ai jamais vu un tel travail en fait, et nous faire prendre conscience tout simplement en se mettant en scène sur toutes ces figures historiques de l'Afrique, toutes ces figures en fait des États-Unis, toutes ces figures du monde, parce qu'il va jusqu'à se déguiser en fait en Mao, c'est extraordinaire. C'est vraiment, je trouve que c'est un des photographes qu'il faut voir parce que ce qu'il fait est très original. C'est plein de fantaisie, mais c'est en même temps plein de profondeur et de poésie. Samuel Fosso à retrouver à la Maison européenne de la photographie, c'est jusqu'au 13 mars prochain. Merci Mahamat Saleh Haroun d'être venu nous parler des Culs reptiles, votre dernier livre à retrouver dans la collection Continent Noir chez Gallimard. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte avec ces quelques images des photographies de Samuel Fosso. À très bientôt sur France 24. C'était votre programme avec la crème visage Dermasense et son actif breveté issu de la graine de sapin blanc des Vosges.